Bonjour, je suis Virginie Vézinet, je suis psychologue stagiaire dans le service de psychiatrie du professeur Lançon à la PHM à Marseille et cette vidéo est sur les mécanismes de défense en thérapie gestalt. Donc précédemment, on a vu le cycle du contact et ce qui se passait à chacune des étapes du cycle du contact. Il est possible qu'on ait réussi à prendre conscience de certains blocages, de certaines situations d'insatisfaction qui se répètent. Et reconnaître les mécanismes de défense qui sont mis en place est une étape nécessaire pour les identifier d'abord et ensuite pour les travailler. Donc on identifie 5 principaux mécanismes de défense qui sont l'introjection, la projection, la rétroflexion, la déflexion, la confluence et l'égotisme. L'objectif principal est de prendre conscience de ces résistances, de leur utilité et des blocages qu'elles provoquent. Donc je vous ai mis un schéma. Le cycle du contact ne se déroule pas toujours selon un schéma simple. Donc sur ce schéma, vous voyez l'organisme, donc moi-même, les autres, l'environnement, la frontière contact et comment cela agit, comment le contact se fait en fonction de chaque mécanisme de défense. Donc l'introjection, c'est quelque chose qui est nécessaire à la croissance. Pour grandir, pour évoluer, on a besoin d'assimiler le monde extérieur. Par exemple, Fritz Perls avait choisi le prototype de la conduite alimentaire comme modèle pour l'expliquer et l'échange avec le monde extérieur. Pour vivre, par exemple, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de prendre un objet qui est non moi, de faire cet objet à moi et de le manger fait qu'il devient moi. Donc pour le digérer, j'ai besoin d'abord de le croquer, de le mordre, de le mastiquer, de le réduire en bouillie, en gros de le détruire pour me l'approprier. Donc l'introjection réussie débouche sur l'assimilation, la digestion, l'assimilation, et la non réussie laisse quelque chose de non assimilé, non digéré. Ce serait l'analogie d'un gros pavé sur l'estomac, par exemple. Donc en ce qui concerne notre éducation, on s'est construit en grande partie grâce à des introjections, grâce à des règles de vie, par exemple au sens large, que nos parents ou notre entourage nous ont dictées. Une somme de comportements comme par exemple, avant de traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite. Donc ça permet de garantir une sécurité, un confort de base. Et on accepte aisément ce genre de message. En revanche, il y en a qui peuvent sembler donc utiles et d'autres qui viennent non digérés, qui ne sont pas assimilés et qui viennent interrompre le processus de contact sous forme d'obligation ou d'interdit. Tu ne dois pas, il ne faut pas, tu dois, il faut, voilà, c'est des choses qui sont imposées finalement. Donc il y a un conflit qui émerge entre le désir et des principes rigides. Et ça apparaît souvent en thérapie, comme quelquefois, par exemple, si on est face à un patient qui contient ses larmes, avec l'introjection, la verbalisation de l'introjection qui est je suis un homme, je ne dois pas pleurer. Un homme, ça ne pleure pas. Donc l'introject, il vient nous faire prendre pour vrai ou pour réel ce qu'on nous a présenté comme tel, et il vient s'intégrer à la personnalité. Et il est souvent difficile de discerner dans cet amalgame ce qui fait partie de l'héritage transgénérationnel, social, culturel, de ce qui est du choix, du délibéré et du personnel. Donc l'exploration thérapeutique, elle va apporter de la lumière, de la conscience et permettre de faire du tri, de séparer dans tout ce matériel quand on arrive en séance, ce qui fait partie de nous et ce qui fait partie de ce que l'on a adopté sans vraiment l'assimiler. Donc l'introjection peut être une forme de résistance. Dans nos vies actuelles, on continue à recevoir des introjects quotidiennement. Par exemple, plus de quelques semaines pour être belle en maillot. Ça, on va pas tarder à l'avoir. Donc on a le droit de vouloir s'alléger pour être belle en maillot. En revanche, est-ce que c'est un introject qui vient de nous, vraiment, de notre besoin, de notre envie, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous vient imposer, qui est non assimilé, qui nous vient imposer depuis notre contexte social ou culturel? Donc l'avantage de l'introjection, c'est d'utiliser des règles applicables à la vie, donc regarder à gauche et à droite avant de traverser. Et un point négatif, c'est que ça coupe le contact avec soi-même. Je suis un homme, je suis triste, j'ai envie de pleurer, mais j'ai un introject qui fait que, dans ma tête, je me dis qu'un homme, ça ne pleure pas. Donc les propres expériences, telles qu'elles sont vécues en conscience, invitent naturellement à valider certains introjects et en remettre en question un certain nombre. La projection. Donc lorsque le cycle du contact continue et se déroule, une fois que la figure a émergé et que l'excitation a pu monter sans être arrêtée par l'introjection du désir venant de l'autre, nous sommes confrontés à l'émotion du contact avec l'environnement. Donc c'est un mécanisme inverse à l'introjection. Là, on attribue à l'environnement quelque chose qui nous appartient. Donc c'est là que la projection risque de contaminer un élan vers l'objet de satisfaction, par exemple. Donc Perls compare les deux mécanismes en disant
Si l'introjection consiste à se rendre soi-même responsable de ce qui appartient à l'environnement, la projection est la tendance à rendre l'environnement responsable de ce qui en réalité devrait être attribué à soi-même. Donc ça peut être une tentative désespérée de donner du sens à une expérience inassimilable et revenir ainsi à quelque chose de connu, à quelque chose de contrôlable. Ça peut être vu dans des formes paranoïdes qui poussent à guetter dans l'environnement ce qui nous conforte dans une certaine vision du monde. Ça peut prendre une forme extrême dans le délire paranoïaque où l'agressivité du sujet est projetée sur le monde extérieur et ça se traduit par des fantasmes de persécution, quelquefois par exemple. C'est aussi une manière d'aller vers le monde. Par exemple, l'imagination, la création artistique sont des manifestations saines de la projection. Elle est particulièrement à l'œuvre dans les qualités relationnelles. C'est aussi l'aptitude à se projeter, qui permet d'élaborer des hypothèses, des extrapolations et faire des projets, par exemple. Dans la relation thérapeutique, la projection joue un grand rôle parce que le patient projette sur le thérapeute toute une sorte de représentation. Le transfert, par exemple, peut être considéré comme un cas particulier de projection. Donc en résumé, c'est un autre mécanisme de défense. La projection peut être à double tranchant. D'un côté, le fait de projeter permet de faire des liens avec autrui. Et d'un autre côté, la projection peut couper la relation, peut faire obstacle au contact réel si la personne qui projette se complaît dans le film en fait qu'elle se fait toute seule de la réalité, par le biais de son imaginaire, sans se soucier de ce que vit l'autre et de la propre réalité de l'autre. En plus, on risque de croire que les autres sont responsables de quelque chose qui lui incombe. La rétroflexion. Donc la rétroflexion, c'est une autre manière d'éviter le contact, notamment au moment de la mise en action. Donc si l'introjection et la projection, ça se retrouve dans d'autres approches, la rétroflexion, c'est davantage propre à la thérapie Gestalt. Ça consiste à se faire à soi ce qui serait destiné à l'autre ou à l'environnement. Le mouvement positif ou négatif qui est dirigé vers l'extérieur se retourne contre soi-même. Par exemple, se cogner au lieu de frapper quelqu'un, se ronger les ongles au lieu de mordre, s'interroger au lieu de dire, se masturber au lieu de caresser. Je me fais à moi-même ce que je voudrais faire à autrui. Donc la forme saine de la rétroflexion, c'est l'activité réflexive qui permet de réfléchir avant d'agir et qui ouvre un questionnement, qui autorise la pensée, qui prépare à l'action ou à la communication. Mais si l'incertitude fait place à quelque chose de rongeur, à se poser trop de questions, ça génère l'inhibition et ensuite l'immobilisme. Donc la tournure extrême de la rétroflexion en thérapie gestalt, ce serait l'acte suicidaire par exemple. Donc il y a une seconde génération de gestaltistes qui parlent de rétroflexion sans interrompre le déroulement du cycle du contact, mais qui influence la relation à l'environnement, malgré tout. Donc c'est lorsque l'élan que l'on sent émerger pour aller vers ce que l'on désire, que ce soit positif ou négatif, est comme replié, retourné vers soi-même. Donc au lieu de l'exprimer, de le déployer, on le tait, on l'oublie, on le réduit, et on retourne vers soi, ce qui pourrait être exprimé à l'extérieur. La déflexion. Donc la déflexion, c'est un déplacement ou une sublimation. C'est là où l'énergie est détournée de son objectif, pour se tourner vers des objets anodins. C'est une forme d'évitement de l'engagement. Donc c'est par exemple la diversion, la conversation d'ascenseur, parler pour ne rien dire, mais pour combler un vide, finalement. Donc pour pallier l'angoisse du vide, socialement c'est très bien vu, parce que c'est plutôt de la cordialité, de la bienséance, de la diplomatie. En revanche, ça peut faire qu'on évite de se projeter dans quelque chose de trop lourd. Alors ça peut être aussi un avantage, c'est quelque chose à envisager lorsqu'on a une pensée, la réminiscence d'un événement, quelque chose qui est trop lourd à assumer émotionnellement à ce moment-là. On se tourne vers autre chose pour éviter. En revanche, ça fait aussi que quelquefois on arrive à se priver de quelque chose qui est plus ou moins précieux pour soi, d'éviter de le recevoir, comme éviter de donner, éviter d'atteindre son but. Ça peut être une sorte de sabotage, en quelque sorte, la déflexion aussi. La confluence. La confluence est une condition de non-contact en fait. C'est à la frontière entre l'organisme et l'environnement. Cette frontière n'existe plus. Le monde est indifférencié, la confusion règne, il n'y a aucune figure qui émerge. Donc c'est l'état supposé du nourrisson en symbiose avec l'environnement. Donc il n'a pas conscience d'une différenciation entre lui et le monde extérieur, donc avec sa mère en l'occurrence. Donc la confluence saine, c'est la capacité à vivre en harmonie avec l'entourage. Le contraire, c'est l'absence de conscience, de nouveauté ou de singularité dans l'expérience. La non-conscience de la différenciation, ça peut se traduire par une tendance à se fondre dans le milieu ambiant, à ne pas se démarquer, ne pas se distinguer, et fait que le sujet se maintient dans un retrait, voire dans la passivité.
On accepte tout, on accepte tout ce que dit l'autre, tout ce que dit le groupe. Il n'y a aucune figure, il n'y a aucun besoin qui fait figure, aucune figure de besoin qui émerge pour nous. Donc c'est un état qui peut être confortable, en amont de toute différenciation. Ça maintient la personne dans une zone préalable au contact. Au début de la séquence qu'elle engendre, il y a une confusion quand même qui freine, qui empêche l'émergence d'une figure, et elle peut prendre une autre forme en fin de séquence, qui est l'impossibilité de sortir du plein contact et de s'en retirer. On reste accroché à son besoin, on ne se différencie plus, on n'y a plus de singularité, il n'y a plus la possibilité d'avoir un nouveau besoin qui émerge et qui se singularise du précédent. Donc ça peut permettre un sentiment d'appartenance à différents groupes, l'adhésion à certaines valeurs, et ainsi on peut être confluent avec des collègues qui partagent une même passion pour un même secteur d'activité par exemple. La confluence excessive, elle peut enfermer dans le carcan d'un modèle qui n'est plus ajusté à la personne, ou qui ne l'est pas ajusté à la personne, qui ne l'a jamais été. Donc il est alors plus judicieux d'assumer une rupture de confluence, c'est-à-dire d'accepter de se différencier pour mieux se respecter. Par exemple, on peut appartenir à une famille où l'on est alcoolique de père en fils, où l'on présente une addiction de façon héréditaire, et bien qu'on ne se rende pas compte, bien que ce soit fait de façon inconsciente, on est en confluence avec ceci. Et on peut arriver à observer ça, à observer ce mécanisme qui est là, qui est latent, qui est inconscient, pour s'en écarter, s'en différencier. Donc pour faire le point sur les résistances qu'on emploie, je vous ai fait ce tableau donc avec la rétroflexion, la projection, la confluence et la déflexion, et des colonnes à remplir. Donc dans quelles circonstances ai-je conscience d'utiliser cette résistance et comment concrètement ? Donc là, il s'agit de faire presque un agenda en fait, un agenda des événements dans lesquels on a observé ce mécanisme de défense, de quelle façon concrètement, comment a-t-on agi, qu'est-ce qu'on a ressenti physiquement, quelles ont été nos pensées, nos émotions, quelle était la situation, la circonstance, en quoi cela m'a-t-il été utile, en quoi cela m'a-t-il desservi, cette résistance me semble-t-elle appropriée ou non, et si je souhaite changer, je vais plutôt essayer de. Donc les résistances au contact, en fait, c'est des stratégies qu'on met en place afin de ne pas obtenir trop rapidement ce qu'on veut, voire pas du tout ce qu'on veut. Ça dépend du cas de figure. Donc une résistance, en soi, c'est ni bon ni mauvais. C'est utile, si elle est là, c'est qu'elle a sa place, et elle permet de protéger judicieusement. En fait, elle a sa fonction. Toute résistance a sa fonction. Il s'agit de l'identifier, de l'observer pour pouvoir la réguler, la pondérer, savoir à quel moment elle nous dessert et à quel moment elle nous est d'une grande utilité. Donc en Gestalt, on ne travaille pas contre les résistances, mais on travaille avec les résistances. Il s'agit d'intégrer les messages qui sont liés à ces résistances pour veiller à ce qu'elles ne nous empêchent pas de vivre, d'être nous-mêmes et d'être dans une vie satisfaisante, mais simplement observer comment elles se manifestent, à quel moment, et accepter de s'en servir quelquefois lorsque c'est nécessaire, ou de les taire lorsqu'elles nous desservent et lorsque ça peut être douloureux à long terme. Donc quelques exercices selon les mécanismes. Donc par exemple, donc il y a des titres qui sont très parlants. Par exemple pour l'introjection, c'est qu'est-ce que je ravale tel quel et qui ne me convient pas. Pour la projection, est-ce que je suis en train de me faire un film ? Pour la rétroflexion, ai-je tendance à ne pas oser m'exprimer dans certaines situations ? Dans la déflexion, ai-je tendance à éviter certaines situations ? Et pour la confluence, est-ce que je m'écoute ? Est-ce que j'écoute mes propres désirs ou bien ceux des autres pour vivre ? Donc, pour l'introjection, qu'est-ce que je ravale tel quel et qui ne me convient pas ? Donc, pour se construire, comme je l'ai dit, on a besoin de règles et certaines nous conviennent plus que d'autres. Donc, un exercice facile à faire est de noter les messages. On prend un contexte, on prend une activité ou un sujet qui nous tient à cœur et on note les messages entendus, lus ou reçus qui me touchent par rapport à ce contexte. Je passe en revue les différents domaines de ma vie. Donc, par exemple, ça peut être le couple, les amis, le travail, l'argent, l'alimentation. Gagner de l'argent, c'est pas du tout important. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on aime. Gagner de l'argent, c'est la priorité. Faire ce qu'on aime, ça vient après. Voilà. Donc, dans chaque domaine que j'ai envie d'explorer, je me demande quel message ai-je reçu ? Est-ce que je suis d'accord avec ? Pas du tout d'accord. Dans quelle mesure je suis d'accord avec ce message ?
Qu'est-ce que j'ai fait de ce message jusqu'alors? Est-ce que c'est un message qui a influencé ma façon d'agir, ma façon de penser, ma façon de choisir? Si je m'écoute et me respecte vraiment, est-ce que je choisis ce message ou qu'est-ce que je choisis de plus authentique pour moi? Et donc, par exemple, voilà, ce que je vous ai dit. Donc l'argent, un homme ça ne pleure pas, une femme ça doit être séduisante. Voilà, on peut choisir le domaine qu'on souhaite et observer quels sont les messages qu'on a reçus à ce sujet. La projection. Donc pour la projection, c'est un exercice qu'on peut faire avec un papier et un crayon. Est-ce que je suis en train de me faire un film? Donc dans toutes sortes de situations, il arrive qu'on passe du temps à se projeter, à projeter des choses sur les autres, sur ce qui nous entoure. Donc c'est pour ça qu'il est précieux d'explorer un peu ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et ce qui est de l'ordre du concret, pour ne pas confondre illusion et réalité. Donc là c'est pareil, un exercice avec un papier et un crayon. Si possible, répondre précisément donc à toutes ces questions. Parmi les différentes possibilités, quelles sont les différentes formes de projection que j'utilise ou dans quelles circonstances? Donc par exemple, je prête des sentiments ou des intentions à certaines personnes. Par exemple, la boulangère ne m'aime pas. Bon. Qu'est-ce qui est de l'ordre du concret? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'imagination, de la projection là-dedans? Je prête des sentiments ou des intentions à des animaux, à des objets. Ma brosse à dents est fatiguée. Bon. C'est une autre voie. Certains lieux m'inspirent des émotions. Je m'identifie à des personnes ou à des personnages de romans ou à des acteurs dans des films, à des personnages de films. Je plonge facilement dans des images que j'invente, dans des histoires, uniquement en les regardant. Quand je croise des inconnus, j'imagine leur vie. Donc je suis à la terrasse d'un café, je suis dans le métro et je projette plein de choses sur ces gens. J'ai très peu d'informations sur eux, mais tout de suite, je leur attribue des qualités, une vie, des activités. Donc dans quelle situation est-ce que j'agis ainsi? Et parmi ces situations, quand cela s'est-il avéré un avantage? Et quand cela m'a-t-il desservi? Par exemple, quelquefois, ça peut faciliter des discussions qu'on peut avoir avec certaines personnes, ça peut faire aller vers d'autres personnes, ça peut développer l'imagination. Quand est-ce que cela m'a desservi? Par exemple, quand est-ce que ça m'a empêché d'aller vers les autres? Parce que j'ai imaginé qu'une certaine personne était d'une certaine façon, alors que c'était peut-être pas le cas, finalement. Et ai-je conscience de me projeter rarement, de temps en temps, ou souvent? La rétroflexion. Donc, quelquefois, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de dire, et on n'arrive pas forcément à le faire, donc on choisit de les ravaler. Donc dans certaines circonstances, c'est préférable de prendre son temps avant de s'exprimer, de réfléchir, de jauger la situation. Et d'autres fois, ça peut empêcher de s'affirmer, d'affirmer un choix de métier, d'activité dans lequel on pourrait s'exprimer, on pourrait se réaliser. Donc c'est important de cerner dans quel moment et comment on évite de s'exprimer au point de quelquefois retourner la situation contre nous. Donc à nouveau, parmi les différentes possibilités qui sont listées ici en dessous, quelles sont celles que j'utilise ? Et dans quelles circonstances? Et de quelle façon? Donc, j'évite le contact au moment de passer à l'action. Je ne dis pas mon mécontentement sur le moment, je le garde pour moi. Par exemple, un vendeur dans un magasin m'a vendu un article défectueux, je ne vais pas aller lui dire. Par contre, je vais ruminer ça toute la journée. Donc, je me fais à moi-même ce que j'aurais aimé faire à quelqu'un d'autre. Ensuite, je fais à moi-même ce que j'aurais aimé que l'on me fasse. C'est ce qu'on a vu précédemment dans l'explication de ce mécanisme. Donc, dans quelle situation est-ce que j'agis ainsi? Parmi ces situations, quand cela s'est-il avéré un avantage? Ou quand cela m'a-t-il permis de faire quelque chose? Par exemple, ça me laisse du temps pour vérifier mes sentiments, ma pensée, mon propos. Parmi ces situations, quand cela m'a-t-il desservi? Quand est-ce que cela m'a empêché de faire quelque chose? Et est-ce que je considère que j'agis ainsi plutôt moyennement, beaucoup ou comment? Donc là, ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre un long moment, ça peut être pour un seul domaine d'activité, pour plusieurs, mais c'est vraiment le fait de se questionner. Alors, ce ne sera pas toujours les mêmes réponses, ça dépendra des jours. Il y a des jours où, quand je vais le mieux, comment est-ce que j'agis? Quand je vais le moins bien, comment est-ce que j'agis? Et ensuite, en règle générale, comment est-ce que j'agis? Mais ça donne quand même une température de à quel niveau on utilise ce mécanisme, de quelle façon et combien de fois, avec quelle intensité. La déflexion, donc la déflexion, c'est tout ce qui est l'évitement dans le contact avec un besoin qui a émergé.
Donc par exemple, je me rends très très occupée pour éviter de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Donc j'évite. Ou je suis face à une situation, à une émotion douloureuse. Donc je vais passer du temps à regarder des vidéos sur les réseaux sociaux pour penser à autre chose. Et du coup, je ne suis pas orientée vers la résolution de cette situation, de ce problème. Donc dans quelle situation est-ce que j'utilise cette stratégie d'évitement? Parmi ces situations, quand est-ce que ça s'est avéré un avantage ou un inconvénient? De quelle façon j'agis? À quelle fréquence? Avec quel temps j'accorde à cet évitement, à ce divertissement qui permet de ne pas faire face à d'autres choses? Parmi ces situations, quand est-ce que ça s'est avéré un avantage? Par exemple, je peux être perçue comme l'employé modèle parce que j'évite les conflits. Parfois, ça peut être perçu comme un inconvénient. Par exemple, ma famille souffre de mon agressivité mal placée parce que je n'exprime pas ce qui ne va pas dans certaines situations, donc je me défoule ensuite dans d'autres moments qui n'ont rien à voir avec le problème. Est-ce que j'ai conscience des évitements, de certains évitements? Quelles sont les situations? Est-ce que ce sont des situations plutôt joyeuses? Est-ce que j'ai du mal à assumer une certaine émotion joyeuse, des moments de divertissement, mais pas dans l'évitement, vraiment des moments de joie? Est-ce que j'ai plutôt du mal à éviter lorsque je suis dans la colère? Est-ce que j'ai plutôt du mal à éviter d'être dans la déflexion lorsqu'il s'agit de moments de tristesse? Et donc, est-ce que j'utilise ce mécanisme rarement, de temps en temps ou souvent? La confluence, donc le fait d'écouter mes propres désirs ou ceux des autres. Donc quelquefois on se fond dans un objectif collectif et que ça nous convienne ou non. Par exemple, il faut que j'aille absolument fêter le jour de l'an alors que ça m'intéresse pas beaucoup, mais ça se fait et tout le monde le fait et j'ose pas dire non, donc je vais le faire moi aussi. Donc c'est pareil, on va y regarder de plus près pour pouvoir ensuite naviguer plus librement dans les désirs qui sont partagés ou les désirs qui sont propres. Donc pareil, parmi les différentes situations, est-ce que je fais passer la vie du groupe avant le mien? De quelle façon? Et est-ce que je me reconnais dans cela? Et dans quelles circonstances ça arrive et dans quelle situation je peux m'y reconnaître ou non? Donc par exemple, ça peut être, je fais comme on a toujours fait dans ma famille. Je fais souvent exactement ce que l'on attend de moi au travail, je respecte beaucoup les traditions en général, je m'y conforme, je privilégie les activités de groupe, je suis le mouvement en général. Donc dans quelle situation réellement je privilégie la vie du groupe avant le mien? Dans quelle situation ça s'est avéré un avantage ou un inconvénient? Parmi ces situations, quand est-ce que cela m'a desservi? Donc je manque de temps pour me poser ou me retrouver, je perds mon identité. Quand est-ce que cela m'a servi? Donc je ressens une certaine force commune, je suis portée par le groupe quelquefois. Et est-ce que j'ai conscience de suivre l'avis collectif, rarement, de temps en temps ou souvent? Et où est-ce que je me situe moi? Qu'est-ce que je montre de moi dans tout ça?